bravo Jean! Dans cette vidéo, nous allons tâcher de répondre à une question existentielle qu'une grande partie des gens se posent, à savoir, est-ce que c'était mieux avant? Je ne pense pas me tromper quand j'affirme que on a tous entendu cette expression, on a tous entendu des personnes, souvent en général ce sont plutôt nos grands-parents ou des vieilles personnes, nous faire savoir que c'était mieux dans le passé. On entend à tort et à travers de mon temps, cela ne se passait pas comme ça. Ah, ça se dégrade d'année en année, hein. Les jeunes n'ont plus aucune valeur. Hein. Oh, tu sais mon petit, à ton âge, moi, alors, il faut savoir une chose quand même, c'est que la nostalgie, c'est une maladie sournoise dont les symptômes vont commencer à se développer dès l'adolescence. Donc quand on est enfant, on est encore prémuni contre la nostalgie, tout simplement parce qu'on vit dans l'instant présent, mais à partir du moment où on va commencer à prendre de l'âge, à grandir, à vieillir, eh ben on est confronté à nos souvenirs du passé, où on idéalise certaines périodes, parce que tout simplement elles nous rassurent, parce qu'on est quand même un petit peu, mais juste un petit peu hermétique au changement, surtout en France, et qu'on aime bien râler et se dire que dans le passé c'était quand même mieux que ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'on a du mal en fait tout simplement à se faire à l'idée qu'aujourd'hui ce n'était pas hier et que des choses ont évolué. Et ça ne plaît pas trop les évolutions. En plus, il y a un phénomène sociétal qui accentue le fait qu'on a l'impression que le passé c'était mieux, puisque faut quand même reconnaître que tout ce qui est à la mode, c'est un petit peu en ce moment le vintage, le rétro, donc on a l'impression qu'effectivement, ce qui était dans le passé, c'était quand même beaucoup plus sympa. Voilà. Et quand on parle avec des gens dans la rue, ils sont toujours en train de nous expliquer que notre société actuelle, il y a toujours des choses qui vont pas, et avant, c'était plus tranquille. Hein. Déjà, la première question qu'il faut qu'on se pose quand on entend cette expression, c'est avant, c'était quand? Non, parce qu'en fait, avant, ça peut très bien être il y a 5 minutes, hier, ou il y a 10 000 ans. Voire il y a 10 millions d'années. Donc est-ce que avant c'était à l'Antiquité, c'était au Moyen-Âge, c'était à la Renaissance, c'était au XXe siècle, c'était dans les années 2000? Voilà, c'est quand en fait cet avant? Parce que si on reste sur un concept flou d'avant, qui est impossible à dater, on n'apporte pas de réponse en fait. Et on a l'impression qu'effectivement on va idéaliser certaines périodes qui en réalité se prêtent qu'à un imaginaire, qu'à un idéal, qu'à quelque chose de subjectif qui fait appel finalement au souvenir et qui n'est pas le reflet de la réalité. Prenons du coup des exemples un petit peu concrets pour savoir si effectivement c'était mieux dans le passé ou c'était mieux maintenant. Souvent les gens quand ils râlent et qu'ils vont expliquer que c'était mieux ce qui se passait avant, notamment par exemple au niveau des relations que les gens pouvaient avoir entre eux, ils vont blâmer un appareil qui est le téléphone portable. Voilà. Bon, moi j'ai des amis, notamment un ami qui m'explique que en gros il y a deux phases dans l'histoire. Il y a le monde avant Internet et les téléphones, et il y a le monde d'après, et que tout ce qui est avant les téléphones est obsolète. Donc justement, est-ce que c'était mieux avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand il n'y avait pas Internet, quand il n'y avait pas les téléphones? Donc effectivement, avant, les jeunes ne passaient pas, et les moins jeunes aussi d'ailleurs, leur temps sur les réseaux sociaux. Ce qui fait que quand ils arrivaient le matin à l'école, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient fait des nuits blanches, et on pouvait se dire qu'ils avaient véritablement dormi, ou qu'ils s'étaient endormis devant un livre, hein, sait-on jamais, hein, même si c'est utopique de croire que tout le monde lisait avant, justement. N'importe quel avant, hein, parce qu'il y avait quand même un avant où les gens ne savaient tout simplement pas lire, donc ils n'allaient pas lire avant de dormir. Ça aussi c'est récent hein, dans l'histoire quand même, de lire avant de dormir, voilà. Pas forcément de se raconter des histoires, mais la lecture en soi comme ça, en famille et tout, c'est plutôt récent. Donc justement, avant le téléphone, effectivement, on arrivait à l'école, on était en forme, on n'avait pas de téléphone portable, on n'avait pas de réseaux sociaux. Ce qui a quand même un avantage, c'est que ça évitait tous les problèmes qui sont notamment liés au cyberharcèlement, toutes les dérives, et le fait qu'effectivement, on a l'impression que les gens sont lobotomisés parce qu'ils passent leur temps comme ça, devant l'écran, et qu'après vous recevez des notifications de votre téléphone qui vous dit que vous avez passé 4h30, je suis gentille, par jour devant votre téléphone. Voilà. Sauf qu'effectivement, avant, quand il n'y avait pas de téléphone, si vous aviez un problème, vous ne pouviez pas appeler quelqu'un à l'aide pour lui dire. Donc vous étiez perdu, abandonné, sans personne. Faut quand même garder à l'esprit que le téléphone ou les réseaux sociaux ont des avantages. Alors, réseaux sociaux, notamment le fait de se tenir informé. L'information, alors, qui peut avoir un problème du coup de désinformation ou de notification quotidienne qui vous fait perdre l'esprit, mais globalement, on est quand même, on a quand même aujourd'hui beaucoup plus accès à la connaissance que ce qu'on avait hier. Le téléphone a quand même l'avantage qu'il nous permet de communiquer. Et contrairement à ce que les gens pensent,
notamment les vieilles personnes, quand elles passent sur les bancs et qu'elles voient les élèves qui sont du coup avec leur téléphone et qu'elles se disent mais en fait les jeunes d'aujourd'hui ne communiquent plus entre eux, ils sont tous comme ça en train de se parler par écran interposé. Oui, mais ils se parlent en fait. En réalité, les réseaux sociaux, ça n'a pas empêché les gens de communiquer. Au contraire, il y a énormément d'échanges. C'est juste que la manière d'échanger a changé. La manière d'échanger a changé. Elle est drôle ma blague. Parce que je peux vous assurer d'une chose, c'est que autant vous aviez ça comme téléphone, ah que je vous mets pas dans le bon sens, voilà, ça. Alors c'est sympa ça ne fait que téléphoner. Si vous aviez de la chance, vous pouvez même avoir 20 SMS par mois. Et je vous assure que quand vous avez droit à 20 SMS par mois, la vie est fortement diminuée. Vous faites vraiment attention à vos mots. Ce qui expliquait pourquoi on utilisait beaucoup plus le langage SMS d'ailleurs. Et surtout qu'il faut savoir qu'à partir d'un certain nombre de mots, votre SMS se transformait en 2 SMS. Voilà. Et encore, je suis gentille parce que ce téléphone-là, il est récent. Hein. Le premier que j'ai eu, c'est un Nokia. Il ne faisait que téléphoner. Quoique, non. Parce qu'il y avait le jeu du serpent, le petit Snape là, qui mange les carrés. On pourrait dire aussi que c'était mieux avant la télévision et avant Netflix. Et oui, parce que avant, justement, on était moins impatient. On arrivait à attendre, du coup, notre nouvel épisode de notre nouvelle série. C'était, pour les nostalgiques et puis les anciens, la trilogie du samedi. C'était génial. Maintenant, on est impatient, hein, c'est-à-dire qu'on veut effectivement notre épisode tout de suite. On va pas attendre une semaine. Non, c'est pas possible. Là, on le voit tous. Enfin, je sais pas si vous regardez House... je vais parler. Je ne sais pas si vous regardez House of the Dragon. Enfin, quand vous le regarderez, du coup... Bon, quand vous regarderez cette vidéo, ça sera terminé. Enfin, la série, la saison 1 sera terminée. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2 d'ailleurs? Bon, en tout cas, pour regarder cette série, il fallait attendre une semaine sur l'autre. Eh c'était dur, hein. C'était dur. Moi, je préfère Netflix. Voilà. Donc, effectivement, on est peut-être devenu plus impatient. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout va très vite. Et ce qui fait qu'on a beaucoup plus de mal à prendre notre temps. Ce qui explique aussi pourquoi on court après le temps et pourquoi, je pense, on est de plus en plus stressé. Puisqu'on est effectivement dans une société dans laquelle on a du mal à accepter que certaines choses prennent plus de temps que d'autres. Et paradoxalement, on a créé des outils, par exemple les ordinateurs, les téléphones, des robots qui nous permettent de cuisiner à notre place. Donc, en fait, on a une société dans laquelle, aujourd'hui, on a de plus en plus de temps, puisqu'on a de plus en plus d'objets qui font les choses à notre place. Et paradoxalement, on a toujours l'impression d'en manquer. Donc on est devenu impatient. Ou en tout cas, notre rapport au temps a changé. Ça, c'est certain. Peut-être qu'effectivement, on était moins stressé par le passé parce qu'on n'avait pas le même rapport au temps et qu'on arrivait plus à vivre dans l'instant présent. Enfin, en tout cas, quand on explique aux élèves que avant, alors avant, là, je vais remonter à très loin, si on prend par exemple le Moyen-Âge, les gens se couchaient avec le soleil déjà, bon, épuisés parce qu'ils avaient quand même passé leur journée à travailler, hein, rappelons-le, ils n'avaient pas de télé. Donc souvent, c'est le moment où les élèves vous regardent et vous disent « Mais ils faisaient quoi du coup ?» Ils discutaient autour du feu, voilà, se racontaient leur journée, se racontaient des histoires. C'était peut-être plus propice à l'imagination. C'est sûr que maintenant, on a finalement des producteurs de télé, pas de télé, mais de séries télé, de films, qui imaginent des choses pour nous. Voilà, on a juste nous à se poser et puis on regarde la télévision. Peut-être qu'effectivement, ils étaient plus créatifs. Maintenant, j'ai pas de preuves dans ce que je suis en train d'avancer, donc je vais peut-être pas imaginer que les paysans étaient plus créatifs que ce qu'on était maintenant, mais en tout cas, les gens, qu'est-ce qu'ils faisaient pour s'occuper? Ils étaient peut-être plus sur de la communication. Donc peut-être que c'était mieux. Je sais pas. Moi, je suis pas remontée dans le temps pour pouvoir leur poser la question. En tout cas, moi, je trouve quand même que c'est plus pratique d'avoir tous les films en ligne que le temps où on devait aller chez le vidéaste. Voilà, parce que moi, je me rappelle quand on était petite avec ma sœur, on était obligés, on n'était pas obligés, mais mon père, chaque semaine, nous emmenait chez le vidéaste pour qu'on choisisse un DVD. Et quand le DVD de Pokémon, parce qu'il y avait tous les Pokémon, il était pas là parce qu'il y avait quelqu'un qui l'avait emprunté, je vous assure que je n'étais pas bien tout le week-end. C'était mieux avant, quand les enfants n'étaient pas obligés d'aller à l'école. Ah, qu'est-ce que j'entends celle-là? Et vous savez, s'il y a bien une remarque formulée par les élèves qui peut me faire sortir de mes gonds, c'est bien celle-ci. Madame, l'école ça sert à rien. Oh, on devrait nous payer quand même pour venir à l'école. Oui, alors déjà je rappelle que étudier est une chance, que l'école publique en tout cas est gratuite, hein. C'est pas parce que vous payez la cantine qu'elle est payante, c'est pas parce que vous allez payer 2-3 petites sorties dans l'année que c'est payant. Voilà, et c'est une chance en fait, parce qu'il y a beaucoup d'élèves dans le monde qui ne peuvent pas aller à l'école. Je rappelle aussi que l'école est censée être un tremplin social, que l'école est censée vous fournir un avenir, des études,
un métier, voilà, une manière de devenir un peu plus intelligent, c'est-à-dire de développer votre esprit critique et de ne pas vous faire avoir plus tard par des personnes qui pourront potentiellement imposer des régimes politiques ou leur idéologie sur vous. Voilà. Donc c'est une manière de vous faire comprendre que vous ne devez pas être endoctriné, normalement, l'école. Et surtout, en fait, quand j'entends ce genre de choses, je vous explique ce qui m'énerve, c'est que quand on me dit l'école ça sert à rien, ils avaient tellement de chance avant, ils étaient pas obligés d'aller à l'école. Ouais, vous avez raison. Avant les lois Jules Ferry, effectivement, pas d'école obligatoire. Mais ça voulait pas dire qu'en fait, ils passaient leur journée devant Netflix ou devant des jeux vidéo. Non, ça voulait dire qu'en fait, les enfants, soit ils étaient au champ, soit ils étaient à la mine. Voilà. Génial comme vie. Non, vraiment sympa. Vraiment très très sympa. Parce que ce que les élèves ont tendance à oublier, c'est que les enfants, ce sont des bouches à nourrir. Donc, à partir du moment où vous avez un enfant, à un moment donné, il faut bien gagner de l'argent pour pouvoir lui donner à manger. Donc les parents, ils vont pas avoir un enfant qu'ils envoient à l'école, et tout simplement parce qu'en fait, l'école ne leur rapportera pas d'argent. Et ça, les enfants ont vraiment du mal à le comprendre quand on leur explique que quand l'école est devenue obligatoire, il a fallu que des instituteurs aillent chercher les élèves dans les champs pour les amener à l'école. Ils comprennent pas en fait. Ils comprennent pas que, en fait, les enfants, ça les sortait de cette condition de travail. Parce que je rappelle quand même qu'il a fallu attendre 1841 pour que le travail des enfants en France de moins de 8 ans soit interdit. Enfin, je sais pas, ça pose question quand même. Et qu'il y a quand même des pays dans le monde où les enfants travaillent encore et que l'UNESCO, via la Convention des droits de l'enfant et via tout ce qu'ils font pour les enfants, se battent pour que les enfants aient le droit à une éducation. Et il y a des enfants dans le monde qui font des dizaines de kilomètres pour pouvoir se rendre à l'école chaque matin. Je vous invite d'ailleurs à regarder sur les chemins de l'école, qui est du coup très intéressant et qu'on monte généralement au 6e pour parler justement des droits de l'enfant et du rapport à l'école. Ah oui, évidemment, avant, il n'y avait pas la Covid-19. Ouais. Enfin, il y a eu d'autres pandémies, je vous rassure. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu la grippe espagnole. 20 millions de morts. 20 millions. Sachant qu'il y en avait déjà eu 10. Et encore 20 millions, je pense que je suis en tendance basse. 20 à 40 millions. Bon, un détail de l'histoire. Et alors, est-ce qu'on est censé parler de la peste ? Non, parce que là, si on se met à parler de la peste, je pense que... Enfin, de la peste. Des épisodes de peste. Voilà, puis des famines, des pénuries, ce genre de choses. Parce que la mortalité, quand même, via les épidémies, via les catastrophes, via tous les problèmes qui n'étaient pas que des guerres, en fait, ça aussi, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Et donc, en fait, là, l'épisode de pandémie mondiale qu'on vit, ça n'a rien inventé. Et puis, excusez-moi, mais on en parle d'Ebola et du sida ? Non, parce que c'est marrant, parce que là, la Covid-19, alors ça a certes touché le monde, mais ça a commencé au départ par toucher les pays les plus développés de l'hémisphère nord, donc évidemment, association des pays pour trouver rapidement un vaccin. Bon, enfin, le sida, ça n'a pas mobilisé la communauté internationale. C'est bizarre, mais quand ça touche en fait des minorités, ou des personnes que bizarrement on n'a pas envie d'aider, là, les pays savent pas s'associer. Ouais. C'est fou, quand même. Ah, parlons nourriture. Je trouve que c'est important de parler nourriture. Parce que souvent, moi, ce que j'entends, notamment de la part des personnes plus âgées ou nostalgiques, c'est qu'effectivement, avant, on mangeait mieux. Il y avait un côté très familial, il y avait le repas en famille, il y avait la maman qui préparait à manger avec des bons plats qui étaient faits maison, et surtout qu'on avait beaucoup moins de gaspillage alimentaire. Ce qui est complètement vrai. Ces personnes ont totalement raison, c'est-à-dire qu'on a perdu peut-être aujourd'hui le goût de faire la cuisine, et encore que on est quand même là sur une tendance évolutive, puisque les gens retrouvent de plus en plus justement l'envie de faire à manger. Merci Top Chef et le meilleur pâtissier. Surtout, il y a un questionnement actuel sur le fait de manger sain, de manger des produits qui soient moins sucrés, moins salés. Mais par contre, effectivement, il y a une problématique liée au gaspillage alimentaire, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, certes, il n'y avait pas de gaspillage alimentaire avant. Par contre, il y avait des famines. Il y avait de la pénurie alimentaire. Et il y avait quand même une grande partie des gens sur Terre qui souffraient de sous-alimentation ou de sous-nutrition. Enfin, de mal ou de sous-nutrition, pardon. En tout cas, de sous-alimentation. Aujourd'hui, on considère qu'il y a quand même encore à peu près 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Ce qui est, on est d'accord, énorme. Mais, comparé au fait qu'on ait 7,5 milliards, bientôt 8 milliards, peut-être bientôt 11 milliards, en réalité, finalement, c'est un chiffre qui, au vu du nombre de personnes que nous sommes, est quand même faible. Alors, on est d'accord, faible sur 800 millions, c'est pas hyper faible non plus, mais en tout cas, qui est beaucoup plus faible par rapport aux chiffres qu'il y avait avant. C'est-à-dire qu'avant, on mourait de faim. Avant, la mortalité, elle était ultra présente.
Donc avant, les gens ne mangeaient pas tous en fait ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, quand on entend certaines personnes se plaindre, quand on essaie d'expliquer en disant il faut diversifier votre alimentation, vous ne pouvez pas manger que de la nourriture carnée, et vous n'êtes pas en train de vous expliquer que vous devez tous devenir végétariens, mais tout simplement, il faut que vous variez et vous ne pouvez pas avoir toujours des protéines animales au repas, mais il vous faut aussi des protéines végétales. En fait, c'est pas pour agacer les gens, c'est tout simplement pour dire que, au vu de la croissance démographique, du nombre de personnes que nous sommes, qui sont de plus en plus nombreuses, à un moment donné, il va falloir s'adapter. Avant, justement, dans le passé, quand c'était vachement bien, quand les gens étaient réunis autour de bons petits plats faits maison, et ben en fait, vous n'aviez pas de la viande à tous les repas, vous n'aviez pas du poisson à tous les repas. Ça, c'est devenu la norme à partir donc de la société d'après-guerre, où les gens se sont mis à consommer de plus en plus de nourriture carnée. Aujourd'hui, effectivement, tout est accessible. Tout est accessible au niveau de la nourriture, ça vient de partout dans le monde, vous pouvez avoir des mangues l'hiver, des avocats aussi qui viennent du Mexique, vous pouvez manger des tomates en hiver, ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Alors qu'avant, effectivement, peut-être que les produits que vous mangiez avaient beaucoup plus de goût, beaucoup plus de saveur, qu'ils étaient mieux cultivés, oui, mais d'un autre côté, ils n'étaient pas non plus tout le temps là. Ce qui veut dire que comme ils n'étaient pas tout le temps là, les gens, il y avait des moments donnés où il n'y en avait pas accès et où vous aviez des périodes de pénurie alimentaire, où si des champs étaient ravagés par des catastrophes naturelles, c'était terminé. Vous aviez rien à manger. Voilà. Puisque vous ne pouviez pas importer de l'autre côté du monde. Et en période d'inflation, vous n'aviez pas de chèque alimentaire pour pouvoir faire en sorte de compenser le fait qu'il n'y ait pas telle ou telle chose à manger. Ça n'existait pas. Les rois, ils donnaient pas de chèque alimentaire, sachez-le. Ou alors, ils nourrissaient leurs copains, leurs amis, les nobles, mais ils n'allaient pas nourrir les petits paysans. Non, non. Ils allaient plutôt prélever de la nourriture chez les paysans pour nourrir les nobles. Et quand même, petite chose justement vis-à-vis de la cuisine, c'est qu'effectivement, oui, avant on avait l'image de la maman qui cuisinait pour ses enfants et son mari et qui passait son temps dans la cuisine du coup à faire les plats maison. Et oui. Sauf que quand même, rappelons une petite chose, c'est que les robots de cuisine, les plats préparés, qui ont des effets plein négatifs qu'on pourrait citer, mais ont quand même eu un avantage, c'est qu'ils ont permis une grande partie de l'émancipation féminine. Je veux dire, si aujourd'hui les femmes ne sont plus dépendantes de la cuisine, alors c'est un peu parce que la société évolue et que les hommes se rendent compte que une femme n'est pas née avec la compétence cuisine. Voilà. Donc moi personnellement, je suis pas née avec la compétence cuisine. Mon frère, oui, il est né avec la compétence cuisine. Voilà, c'est pas lié en fait au genre, de savoir cuisiner ou pas, mais par contre avant, au niveau de la place des femmes dans la société et la place des femmes dans la famille, c'était les femmes à la cuisine, au ménage aussi, parce que compétence balai également, et les hommes du coup, alors qui étaient au travail. Oui et non, parce que en réalité, hormis dans les milieux bourgeois et nobles, les femmes travaillaient aussi. Mais ça veut dire quand même que, certes, avant, effectivement, vous aviez les femmes qui passaient plus de temps à la cuisine pour préparer les plats, mais qui du coup étaient beaucoup plus dépendantes qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et qu'aujourd'hui, le fait qu'on se soit un peu libéré justement de ça et qu'on puisse avoir des plats qui sont faits par d'autres ou que on trouve tout préparé, ça permet de passer moins de temps et d'en gagner du temps. Et on a dit que du temps, c'était important. Bon, du coup, vis-à-vis de tout ça, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'était mieux avant? Donc, encore une fois, oui, non. Avantages, inconvénients. Il y a toujours des avantages et des inconvénients partout. La réponse ne peut jamais être simple. C'est le principe de l'histoire, c'est jamais simple. On aime bien rendre les choses compliquées. Et surtout, c'est ce que j'explique généralement aux élèves, le monde n'est pas binaire. Il n'y a pas d'un côté les bons, les méchants, de l'autre côté le oui, le non, voilà. C'est pas aussi simple que ça. En tout cas, monsieur Michel Serres, qui est un académicien, qui est également un philosophe et qui a beaucoup réfléchi sur cette question, puisqu'il a écrit un livre qui s'appelle « C'était mieux avant », super original, nous dit que quand on vit en paix, on a tendance à oublier qu'on vit en paix. Et je trouve que cette expression est particulièrement intéressante, parce qu'elle rappelle surtout que lorsqu'on est dans une société qui est en paix, on a tendance à oublier qu'on a longtemps été en guerre. Oui, parce que aujourd'hui, alors qu'on est si prompt à râler, à se plaindre de tout et n'importe quoi, faut quand même rappeler qu'on est dans un pays où on n'est pas obligé d'aller prendre des armes pour combattre et se défendre. Voilà, on vit en paix. Alors que quand on regarde quand même avant l'histoire du passé, et passé très récent, excusez-moi, en fait l'histoire de l'humanité est faite quasi essentiellement de guerre. Et si on va dans les pays voisins, la guerre, elle n'est pas partie. Je dis ça pourquoi? Je dis ça parce que en février 2022, quand monsieur Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine, il y a eu des tonnes de messages qui ont circulé sur les réseaux sociaux, et même pas que sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision, qui titraient, en gros,
la guerre est revenue. Mais la guerre, les gars, elle est jamais partie, hein. Enfin, je veux dire, regardez ce qui se passe dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique, la guerre, elle est pas partie, hein. Et il y a des pays où on met pas le mot guerre, mais excusez-moi, guerre civile, ça existe aussi, hein. Voilà, hein, dictature, ça existe aussi. On dirait en fait que les gens, ils ont bugué sur la Seconde Guerre mondiale, genre depuis la Seconde Guerre mondiale, tout va bien. Mais la paix dans le monde, bah non, ça y est pas. Non, ça y est pas. Non, tous les pays sont pas en paix, voilà. Donc les guerres, en fait, il en existe partout. Enfin, partout. Voilà, c'est pas quelque chose qui est propre au passé. Mais par contre, nous, on a la chance quand même dans notre pays de vivre en paix. Et quand on y réfléchit, c'est quand même plutôt positif. Parce que dans le passé, enfin, essayez de réfléchir peut-être où vous vous situeriez dans l'échelle sociale, et je pense que on n'est pas beaucoup à se situer dans l'échelle sociale sur le rang de la noblesse. Donc si vous étiez noble par le passé, vous avez des gens dans la prêtrise, bravo, vous avez échappé aux guerres. Si vous étiez une femme, bravo, vous avez potentiellement échappé aux guerres, pas forcément s'il y a eu des envahisseurs, aux viols et aux assassinats. Si vous étiez un homme, bah, vous étiez certainement mobilisé pour aller faire la guerre, ou vous avez subi la guerre. Enfin, en tout cas, dans le passé, ils ont quand même plus souffert de pénurie, de guerre, de problèmes, de mortalité, qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est d'accord, actuellement on vit une pandémie mondiale, mais quand même, on a beaucoup moins de morts que par le passé. Donc en fait non, c'est plutôt bien là actuellement l'époque dans laquelle on vit, voilà. Tout n'est pas parfait, on est d'accord, il y a plein de choses qui vont pas et qu'on voudrait changer et améliorer parce que c'est le but aussi encore une fois de la progression humaine, c'est d'améliorer les choses. Mais c'est quand même vis-à-vis des guerres mieux qu'avant. En tout cas chez nous. Parce que dans certains pays c'était mieux avant certaines autres périodes. Puis bon, désormais on a quand même compris qu'après une guerre, faut éviter de faire des traités trop durs qui font une espèce de spirale de vengeance. Parce que si vous prenez le traité de Versailles qui avait été signé entre la France, entre les pays alliés et les pays vainqueurs, entre les pays alliés et les pays vainqueurs, je sais plus ce que je dis moi, entre les perdants et les gagnants de la Première Guerre mondiale, enfin le traité de Versailles qui dit que l'Allemagne est la seule responsable de la guerre, bah c'est un peu une des causes de la Seconde Guerre mondiale, et bah, après la Seconde Guerre mondiale, ils ont réfléchi, ils se sont dit oh, créons une alliance, une association d'États pour nous réconcilier. Bonjour l'Union Européenne. Voilà, aujourd'hui on a l'Organisation des Nations Unies, meilleure que la Société des Nations Unies qui n'a pas empêché la Seconde Guerre mondiale. Donc l'ONU n'a pas empêché qu'il y ait des guerres dans le monde, mais par contre on essaye quand même de privilégier la diplomatie et la communication plutôt que tout de suite se taper dessus. Alors certes, la diplomatie a toujours été utilisée à travers l'histoire, hein, c'est pas quelque chose qui est inventé au XXe siècle, mais on était plus prompt à facilement partir en guerre qu'aujourd'hui où on essaye avant tout de ne pas entrer en guerre. Et si vous prenez les armes qu'on a aujourd'hui, qui encore une fois n'ont rien inventé à celles d'hier, enfin, c'est juste qu'en fait on est de plus en plus industrialisé, mais il y a eu des horreurs, des tortures, des armes par le passé qui n'étaient pas forcément mieux, mais les armes qu'on a aujourd'hui, qui sont effectivement des armes de plus en plus meurtrières, hein, parce qu'on appuie sur un bouton, on peut tous mourir, mais elles ont pour un objectif de base d'être dissuasives. Je veux dire, avant, l'arme, elle n'était pas dissuasive, elle était sur je vais tuer l'ennemi et puis pouf, t'es mort. Là, maintenant, c'est j'ai une arme plus grosse que toi, la mienne, elle est plus grosse. Et du coup, bah, tu peux pas m'attaquer. Bah, du coup, je vais en créer une autre plus grosse encore. Ah oui, puis dernière petite chose, rappelons quand même aussi une chose importante. Et avant, les gars et les filles, on n'avait pas de droit. Bah non, parce qu'en fait, votre place dans la société dépendait de votre classe sociale. On n'était pas tous égaux. Merci la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Déclaration universelle, tout ci, tout ça, voilà, les hommes, les femmes, les êtres humains naissent et demeurent libres et égaux en droit. Oui, ben, avant, dans la société d'Ancien Régime en France, on n'était pas libres et égaux en droit. Hein. Vous aviez 10% de la société qui exploitait les 90% autres de la société. Très égalitaire, tout ça. Et si vous aviez un problème avec un noble, ben, je peux vous assurer que c'est le noble qui allait gagner en justice, juste parce qu'il était noble. Peu importe ce qu'il avait fait. Hein. Surtout s'il était copain du roi. Ah oui, puis si vous étiez paysan et que votre champ était ravagé par la grêle, bah non, il n'y avait pas en fait d'arrêté de catastrophe naturelle qui pouvait vous permettre d'obtenir une aide de l'État. Voilà. Puis si vous aviez un problème de chauffage parce que bah il y avait plus de bois pour pouvoir chauffer votre cheminée, vous n'aviez pas un chèque énergie. Puis si vous avez des problèmes pour vous loger, bah vous n'aviez pas d'aide sociale. Puis bah alors, ne parlons même pas des droits du travail, parce que là, il a fallu attendre fin 19e, début 20e. Hein. Ça aussi, on a tendance à l'oublier. Là, avant, on faisait le même travail que ses parents, parce que vous avez compris, l'école n'était pas obligatoire. Avant, ben, on n'avait pas de vacances. Puisque les premiers congés payés, les 2 semaines, c'est 1936. 1936 1936. Je vous répète, on n'est pas en 2036, hein.
Ça veut dire que ça n'a pas 100 ans. Avant, on n'avait pas de vacances, on avait une journée pour pouvoir aller à la messe, on travaillait plus de 40 heures, donc 40 à 45 heures, et ça dépend, hein, parce que si vous êtes dans une mine, une usine, ou si vous travaillez dans un champ, puisque la majeure partie de la société était plutôt en train de travailler dans des industries ou dans des champs, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on fait un travail de bureau à 35 heures, 39 heures éventuellement. Travail de bureau, assis. Alors certes, on a des problèmes, on a des problèmes de dos, on n'arrive plus à bouger, parce qu'on est trop ankylosé, parce qu'on est devenu sédentaire. Mais en termes de pénibilité du travail, je pense qu'ils souffraient quand même plus physiquement que nous. Par contre, maintenant, nous, on a plein de problèmes psychologiques qu'ils n'avaient pas avant. Hein. Voilà, c'est autre chose qui est arrivé. Oui, puis on va terminer sur un petit point, c'est qu'avant, si on était une femme, on n'avait quasiment pas de droit. Hein. Puisque je rappelle que selon le code de Napoléon, la femme était donnée à l'homme, comme le fruit de l'arbre est donné au jardinier. Donc pas de droit de vote hein, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, pas de droit d'avorter avant la loi Veil, pas de droit de divorcer, ça c'est 1975 je crois, et puis on était dépendant de son mari, hein, pas le droit de posséder un compte en banque, pas le droit de pas faire telle ou telle chose sans l'autorisation, donc ça aussi, hein, rappelons-le, battez-vous pour conserver les droits, hein, tout droit peut être retiré, hein. Merci Simone de Beauvoir. Oui, puis alors, puis si on va encore plus loin, il n'y avait pas le droit au chômage, il n'y avait pas la sécurité sociale. Oui, bon, ça c'est toujours le cas aux États-Unis, hein. Ce qui veut dire que c'est quand même une grande chance qu'on a en France, hein. Parce qu'il n'y avait pas d'assurance maladie aussi avant, il n'y avait pas d'assurance chômage, je crois que je l'ai déjà dit, d'assurance retraite. Enfin, c'est pas une assurance, mais il n'y avait pas de retraite. Voilà. Donc, on est d'accord, aujourd'hui, on défend notre droit à la retraite et on défend le fait que on doit de plus en plus travailler longtemps. Oui, mais l'espérance de vie a augmenté aussi. Alors, je ne suis pas en train de défendre quoi que ce soit, je n'ai pas d'avis particulier sur la réforme actuelle, mais en fait, c'est une évolution des droits. Donc après, il faut se battre pour défendre des droits, il faut voir comment ils évoluent, voilà. Mais de là à dire qu'avant, nos droits, c'était mieux, vu qu'on n'en avait pas, je suis pas sûre. En tout cas, au regard de l'histoire de l'humanité, je pense quand même qu'on peut objectivement dire que non, c'était pas mieux avant. Non, non. Donc oui, notre société actuelle n'est pas parfaite. Oui, il y avait des choses qui étaient mieux dans le passé. Beaucoup de choses ont changé, bien sûr, c'est sûr. Par contre, aujourd'hui, les sociétés se sont développées. La mortalité a diminué, l'espérance de vie a progressé. Depuis le néolithique, où on était paysans, je veux dire, on a quand même progressé. N'est-ce pas ? Après, ça dépend qui vous étiez dans le passé, hein, parce que je pense qu'effectivement, les anciens rois, ils se disent que c'était mieux avant. Hein. Voilà, certains dictateurs pourront vous dire que oui, c'était mieux avant, quand ils étaient au pouvoir, tout à fait. Donc bon, pour conclure cette vidéo très longue, chaque époque a ses avantages et ses inconvénients. Chaque époque a également ses défis, et effectivement, aujourd'hui, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses contre lesquelles il faut se battre, parce que chaque époque a ses combats, et bonjour le changement climatique, voilà, parce qu'il faut faire en sorte que, on arrête de se faire la guerre, qu'un jour, peut-être, on arrête, même si, bon, je suis pas très optimiste sur ça, essayer d'être intelligent, de vivre en paix, voilà, lutter contre l'intolérance et la montée des extrémistes actuels, qui existent depuis très longtemps. Donc chaque époque a ses défis, mais globalement, quand on regarde vers le passé, avant, même hier, normalement, on est censé plutôt aller vers de la progression de l'humanité. Donc voilà. Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc je vous laisse à vous la parole pour la conclusion. Dites-moi, selon vous, est-ce que c'était mieux avant ou est-ce que c'est mieux maintenant? Sur ce, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.